Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Je dis bonjour, mais je devrais dire bonne nuit, puisque là j'enregistre ça à 2 heures du matin, donc ma voix est un petit peu éraillée et fatiguée, parce que moi je donne tout, je vous donne tout vraiment, hein. Je donne également ma santé pour ce podcast, c'est très important. Aujourd'hui on va parler de L'Idéal, un film de Frédéric Becbédé. Ah là là, bref, il est sorti le 15 juin 2016. Dedans, il y a Audrey Fleurot, Gaspard Proust et deux, trois autres personnes. Et Jonathan Lambert, si c'est important de le préciser parce que c'est le seul bon acteur de ce film. Et j'ai enregistré cet épisode via Skype avec Arnaud et Yann, scénaristes et réalisateurs parisiens. D'habitude, j'enchaîne avec le synopsis du film. Or là, je sais pas quoi vous dire. J'imagine qu'il voudrait que je dise que ça parle d'Octave Parango, un scout, c'est-à-dire un éclaireur de top modèle, quelqu'un qui a l'œil pour savoir où dénicher les beautés, qui est engagé par la première entreprise de cosmétiques au monde, entreprise qui a absolument besoin de ses talents afin de remplacer leur égérie, puisque l'ancienne avait des penchants un petit peu trop national-socialistes. Voilà, je vous laisse écouter l'épisode qui est, à mon sens, bien plus marrant que le film. Oui, bon, celui-ci, ça va être assez léger en termes d'assimilation. C'est vrai. Toi, pourtant, c'est rudement indigeste. Hein. Déjà, en fait, je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui ai choisi le film. Moi, je vais voir ma meilleure amie. Non mais attendez, il faut qu'on se mette d'accord. En fait, il se trouve que, et les gens qui vont écouter forcément ce podcast vont se rendre compte que je viens juste d'enregistrer The Witch avec Jean-Yves. Donc voilà, il y avait ce film qui était effectivement sorti hier. Mais il y avait aussi la possibilité de deux films qu'on se laissait un petit peu open. C'était ou L'Idéal, donc ce film de Frédéric Becbédé, ou l'autre, qui était le film avec Toni Collette. Ma meilleure amie. Et ouais, qui avait l'air clairement quelque chose de vraiment suicidogène. Voilà. Suicidogène. Et, et bon, en fait, ça me dérange pas que tu l'aies choisi non plus celui-ci, parce que bah, il dure 1h30 au moins. En temps réel ou en temps subi? En temps subi, c'est vrai que tu sais quoi, je le fais très très rarement. Pour pas dire jamais, je crois, mais j'ai regardé l'heure sur mon téléphone une fois pendant ce film. Je me suis dit, qu'est-ce que ce serait bien d'être à l'extérieur avec les gens normaux. Non, mais c'est marrant parce que ça fait quand même un diptyque avec The Neon Demon un peu. Totalement. Je suis très content que tu dis ça parce que moi je me suis dit et je viens juste de le dire d'ailleurs à Jean-Yves. Pour moi, tu sais tout ce que moi j'ai pu reprocher et à Refn, mais qui découlait peut-être très certainement de son manque de confiance en lui. Ouais. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs que c'est vraiment le cas parce que j'ai vu le documentaire attaché au film Only God Forgives et que c'est un mec vraiment dans le doute sur de ses capacités, sur ce qu'il fait. Est-ce que je suis dans le bon chemin pour faire mon film? C'est typiquement diamétralement opposé à Frédéric Becbédé dans ce film. C'est-à-dire que lui, il a toute confiance en ses capacités de réalisateur et il ne devrait pas. Parce que autant je comprends que le matériau du film, c'est-à-dire son livre ou l'histoire générale de ce film-là, voilà, il a tout droit de comment dirais-je, d'en faire la promotion parce que c'en est lui l'auteur. Mais ce qui fonctionnait dans 99 francs ne fonctionne pas du tout ici parce qu'il a pas du tout la subtilité d'un bon réalisateur en fait, ce mec. Ouais, parce que je veux dire, le problème il vient pas juste de la mise en scène, quoi. Il vient de la mise en scène, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le livre peut être bon, mais le scénario est à cutter dans tous les sens. Le scénario est assez indigent en fait. Moi je crois qu'en fait le problème principal que j'ai avec ce film,
C'est un film qui se pose comme étant une critique du monde de la mode, de la publicité, etc., etc. Mais qui ne l'est pas du tout, en fait, quoi. C'est très très consensuel, ça tape pas du tout sur ce monde-là, c'est très très poli. D'ailleurs, c'est marrant, on est resté jusqu'à la fin du générique, et à la fin du générique, on s'est rendu compte qu'il remercie les marques Kenzo, L'Oréal, qui ont participé au film, tu sais. Et c'est ça, ce film, en fait. C'est un semblant de rébellion, mais qui n'est pas une, quoi. Mais qui est fausse, parce qu'en plus, les prémices de cette espèce, justement, de rébellion ou de regardez-nous, on souligne la vulgarité du monde de la mode et du choix des corps des femmes, etc. En fait, tu l'avais vu dans leur bande-annonce, dans ce film, et ils ne rajoutent absolument rien à la bande-annonce. Il n'y a aucun arc réel. Le truc des personnages, c'est posé à la fin, en fait. Comme s'il fallait que, justement, boucler quelque chose pour le personnage d'Octave. Mais en plus, on a qu'à lui mettre une fille ou quelque chose comme ça. C'est posé mal pour plusieurs raisons. Donc déjà, il faut expliquer à la fin. Donc ce qui se passe, c'est qu'il retrouve sa fille de 15 ans, qui est une jeune fille magnifique qu'il n'a jamais vue, et il décide de la prendre pour devenir la nouvelle égérie de L'Oréal. Et en fait, au moment d'être présentée comme la nouvelle tête de la marque, elle décide de passer un film qu'elle a fait elle-même et qui montre des visages de femmes ordinaires. Et j'ai envie de dire, là, c'est montré comme un geste de rébellion anarchiste absolu. Sauf qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est de passer d'une pub L'Oréal à une pub Dove, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et en plus, c'est-à-dire que même en termes de com général, c'est plutôt bien fait. Ça passe. Ouais. C'est-à-dire que si tu vois les Pussy Riot arriver sur un stand L'Oréal, tu fais genre, ça buzz, tu vois, hashtag L'Oréal, tu vois. Et ça marche, en fait. Il y a zéro rébellion sur le truc. Donc voilà, c'est ce film. Tu sais, parfois, comme on avait pu en parler dans Warcraft ou des films comme ça, où je dis, il y a un bon film là-dedans, tu sais. Genre, il peut y avoir un très bon film là-dedans parce qu'il y a des choses que tu peux restructurer. Ce film-là, non, il n'y en a pas, en fait. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un film qui a l'impression de traiter de son sujet, mais en fait qui passe à côté tout le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter du sujet, on nous invente des intrigues secondaires en permanence. C'est-à-dire que, allons à une fête chez un oligarque russe, tu vois. Allons. Mais. En plus, c'est vraiment posé comme un cheveu sur la soupe à chaque fois, ces intrigues-là. Et on est d'accord, mais parfois, c'est très mal fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des scènes où je sais pas si on est censé avoir une certaine empathie avec tel ou tel personnage, mais je viens juste de le rencontrer, j'en ai pas. On essaie de me faire croire à une relation qui s'est créée entre le personnage de Gaspard Proust et celui de Valentine, voilà. Et en fait, sauf qu'on n'y croit pas, parce que les personnages eux-mêmes viennent de se rencontrer il y a 1 minute, et ils essayent de faire un faux buddy cop, tu sais, qui commence un petit peu à se mettre sur la gueule, mais en fait ils deviennent amis, sauf que ils se mettent pas vraiment sur la gueule, ils sont pas vraiment amis. Je ne comprends pas, rien ne m'est présenté en fait. Et en plus j'en ai rien à foutre. Le vrai problème, je crois que ça vient surtout du personnage d'Audrey Fleurot, parce que j'ai l'impression que son personnage n'est pas le même d'une scène à l'autre. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'une scène, tu vois, ça va être la fille froide, absolument goal-oriented, tu sais, qui fait tout pour sa carrière, qui est extrêmement cynique et tout ça. Et l'instant d'après, personne ne doit parler de la grossesse, par exemple, tu vois. C'est un truc marrant, tu vois. J'ai un gosse, mais je suis enceinte, mais personne ne doit mentionner le fait que je sois enceinte. Faites comme si j'étais grosse, quoi. Oui, mais ça c'est marrant. Et donc ça c'est drôle. Et effectivement, juste la seconde d'après, c'est genre non, mais je suis vraiment un être humain qui a des besoins, qui peut aussi tomber amoureuse. Non mais ferme ta gueule. Oui, c'est ça. J'ai pas l'impression d'avoir toujours le même personnage. Et ensuite, c'est ce qu'on disait en sortant du film. En fait, le problème du film, c'est que c'est une comédie et qu'elle est pas drôle. Et en fait, si le film est pas drôle, c'est parce que Beck BD passe son temps à nous expliquer les blagues qu'il met dans son film. C'est-à-dire, il y a une blague qui en soi pourrait être drôle. Je vais donner un exemple, mais il y en a des milliers. Mais un exemple, c'est à un moment, ils arrivent justement chez dans une fête, dans une villa d'un riche oligarque russe. Et dans le jardin, on voit des nains habillés en nains de jardin en train de couper du bois. Moi, tu me montres un nain, je trouve ça drôle, tu sais, c'est marrant, c'est un petit détail comme ça. Et j'ai envie de me marrer, mais au moment
Attends, au moment en fait où il nous montre ça, t'as la voix off d'Octave qui nous explique que ce type était tellement riche que ses nains de jardin étaient des vrais. Et je suis là, mais en fait je m'en rends compte, t'es pas obligé de me le dire, tu m'expliques pas ta blague quoi. C'est ça le gros souci, à chaque fois il fait du double down sur ses gags en fait. Ouais. Et ça sert à rien. Et en fait il veut souligner le moment où il est marrant, comme si... Ouais. Je sais pas, en fait, il n'y a pas de comme si, parce que c'est juste nul, c'est mal fait, il n'y a pas de bon rythme, il n'y a pas de bon timing dans ça. Et tu dois juste survoler les... j'ai pas du tout entendu, excuse-moi. Ouais, le timing des gags, t'as raison, est particulièrement foireux. Et tu parlais de confiance de Beck BD en ses capacités de réalisateur. Après, moi, j'ai pas lu d'interview ni rien, mais s'il y a bien un sentiment qui émerge, c'est qu'il a aucune confiance en son spectateur. C'est-à-dire que cette manière de doubler, comme tu dis, les gags, ça indique juste au cas où vous n'auriez pas compris parce que vous êtes con, et ça se sent même dans l'utilisation du format scope, c'est-à-dire qu'à aucun moment ton regard est libre de se balader dans l'image pour y déceler, je sais pas, des jeux d'arrière-plan. Tu vois, par exemple, il y a cette scène où Audrey Fleurot, qui joue comme un pied, faut le dire, fait son discours, t'as des panneaux énormes à l'arrière-plan avec des slogans. C'est-à-dire qu'ils sont presque du même niveau qu'un avant-plan. C'est-à-dire que ton regard est même pas libre d'aller se déplacer à l'arrière-plan, ni de se balader. En fait, il y a un truc qui est quand même assez honteux dans ce film, c'est que ce qu'il raconte est simpliste, il le traduit suprêmement mal, comme vous l'avez dit, et en plus, il a peur que tu comprennes pas ce qu'il te raconte. Et c'est quand même vachement humiliant en tant que spectateur. Oui. Et ça se ressent même dans la direction d'acteur, c'est-à-dire que Audrey Fleurot, roulement de yeux à chaque vanne. Au cas, on est en dessous de la sitcom, là. Qu'on n'a pas compris, ouais. Et je sais pas dans quel cas vous en êtes sortis, mais c'est rare de voir une merde pareille. Hein. Non, je t'assure que tu redécouvres vraiment, c'est ce qu'on disait avec Arnaud, il y a toujours un level en dessous. C'est-à-dire, moi, Neon Demon, j'aime pas, mais là, on est quand même dans les abysses, quoi. Non, mais ce qu'il y a, c'est que la différence entre Neon Demon et ce film, c'est que Neon Demon, c'est un vrai film d'auteur qui a de l'ambition. Moi, en fait, plus j'y pense et plus je l'aime. Et ce film-là, c'est juste rien. Et en fait, la grosse différence, c'est ce qu'on disait quand on sortait du film avec Yann, c'est... Donc on aborde à peu près le même sujet, la manière dont l'industrie en fait de la mode tend à cannibaliser la beauté, tu vois, il y a quelque chose pareil. Mais en fait dans le film de Refn, dans Neon Demon, on a le point de vue des victimes. C'est-à-dire de ces mannequins qui sont complètement exploités puis jetés en fait par l'industrie. Et dans le film de Beck BD, on n'a jamais ce point de vue-là. On a le point de vue des connards, du début jusqu'à la fin. Non mais après. Et c'est eux qui auraient droit à la rédemption, tu vois. Non mais ça peut être un parti pris de se dire. Mais ouais, mais tu fais le loup de Wall Street alors. Tu leur donnes pas de rédemption à tes personnages. En fait, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que. Tu dis je suis Gordon Gekko jusqu'à la fin. Quoi, là, ils portent un jugement sur ces personnages. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal dans les films quand le réalisateur porte un jugement sur ces personnages. Et là, le jugement que porte Beck BD, c'est de dire finalement ils sont pas si méchants. Ouais, c'est-à-dire mais tu sais, on est blanc et très riche, mais nous sommes des êtres humains ouais, aussi. C'est ça. Je le sais. Tandis que Scorsese ne rachète jamais Jordan dans le Loup de Wall Street, tu vois, c'est ça la grande différence. Il est comme il est et il restera comme il est. Ouais. Et c'est tout quoi. Et c'est beaucoup plus. Et c'est dommage parce que tu sais, j'ai pensé tout de suite à Neon Demon justement parce que la première scène de ce film, de l'idéal, c'est une scène de casting. Ouais. Sauf que tu la vois du côté du prédateur de l'industrie de la mode. Ouais. Alors voilà, c'est archétypé, c'est caricaturé, et très vite tu te rends compte qu'en fait, il veut tout le temps refaire ces mêmes blagues, tout le temps, encore une fois. Oui, les mêmes qui reviennent, ouais, c'est les mêmes, et tu te dis, non mais c'est bon, cette blague tu l'as déjà faite un petit peu autrement tout à l'heure, renouvelle-toi, et il serait peut-être aussi temps, et genre au bout de 30 minutes, je me suis dit, tu veux pas commencer une intrigue quand même dans ton film? Parce que le truc d'aller trouver une personne... qui serait censé être la nouvelle égérie de l'idéal, qui est donc le faux L'Oréal. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour le faire? Rien. Ils ont fait deux scènes de casting. Et alors quoi? C'est ça en fait ton film? Mais en plus c'est très, comme tu dis, c'est très paresseux parce que même dans la manière dont ils ont de le faire, c'est pas du tout cohérent dans la manière qu'ils ont de chercher ce personnage. C'est-à-dire que d'abord on a une scène où en fait ils nous expliquent que c'est pas dans une agence de mannequins qu'ils vont trouver le mannequin qu'ils cherchent. Et ils font quoi? Ils vont dans une agence de mannequins. Ils vont dans une agence de mannequins juste après. À Moscou. À Moscou. Et t'as envie de dire, mais en fait, vous venez de dire que vous voulez pas faire les agences de mannequins et vous passez votre temps dans le milieu des mannequins. C'est quoi le but, quoi? Je ne comprends pas. Alors, je sais pas, c'est tiré d'un bouquin, hein, je crois. D'un bouquin de Beck BD, d'un roman. ouais. On est d'accord, c'est pas une nouvelle ou un truc comme ça. Non, c'est un roman, ouais. C'est un roman. Alors, je sais pas à quel moment dans ce... Ah ouais? Non, je sais pas, mais c'est pas beaucoup plus, hein. Tu veux qu'on aille l'acheter chez Gilbert, là? Ouais, vas-y, s'il te plaît. C'est tiré d'un article qu'il a mis dans un Tumblr, je crois. Le truc, c'est, je pense, enfin, j'espère pour ce bouquin qu'il introduit le personnage de la Lex, qui est la mère, donc d'Olga, je crois, elle s'appelle Olga. Ouais. Le personnage d'Olga et de la fille plus tôt
dans son livre. Parce que là, Oui, ça c'est un arrive Deus comme Ex Machina, quoi. comme une espèce de clôture de... Ah ben... alors déjà, petit 1, on n'a aucune idée. Ce qui est dommage, en fait, je sais pas, réfléchis à une idée de comment ces gens trouveraient une personne belle. Tu vois, va dans des délires, tu vois, je sais pas, ah mais je connais quelqu'un qui travaille à la NSA, on va scanner tous les visages de tout le monde, je sais pas, fais-moi une scène en Syrie où ils vont aller chercher une meuf qui a des jolis yeux, tu vois, un truc, va faire n'importe quoi, mais va faire autre chose que faire exactement ce que t'as dit que tu ne devais pas faire. Dans une agence de mannequins qui est à toi, dans ta marque. Pourquoi t'as besoin de te déplacer? Fais faire le boulot par les gens et envoie-toi les JPEG et puis c'est tout, quoi. Et moi là j'aimerais en profiter justement pour parler donc de ce qui est le poème peut-être le plus problématique du film, c'est le personnage de la fille de Octave qu'il retrouve après. Alors déjà il y a plusieurs choses étranges. Parce qu'elle est pas belle, c'est ça? C'est la fille donc d'un Français et d'une Russe. Elle a été élevée en Russie par une Russe et elle parle français sans accent, sans jamais nous expliquer pourquoi. Genre c'est génétique. Alors j'ai un problème avec ça. Non, moi je vais t'expliquer. Le français a été pendant très longtemps la langue diplomatique. Genre au 18e et au 19e siècle. Ouais. Et les Russes, il faut le savoir, c'est leur LV1 le français. Donc bon bah voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle adore Godard aussi. Je sais pas si tu l'as entendu ça dans le Oui, non mais alors ça justement c'est l'autre. C'est les fantasmes. Non mais c'est un peu ça quand même, parce que en fait ce qui se passe c'est que quand il trouve cette fille, elle est magnifique. Elle est intelligente, c'est-à-dire c'est une réalisatrice talentueuse, elle fait des films qu'elle montre à son père pour une fille de 15 ans. Elle est communiste en plus. Et en plus elle a une conscience politique très poussée, elle est dans des cercles trotskistes, tu sais, à Moscou, ouais. etc. Et en voyant une fille aussi formidable, il se dit « Ah merde, mais j'ai maltraité les femmes toute ma vie et maintenant il va falloir que je change. » Et c'est complètement stupide puisque grosso modo ce que nous dit le film c'est « Toutes les femmes sont connes, mais heureusement il y en a quand même une ou deux qui sont sympas et donc il faut rester. » Et c'est pas parce que c'est sa fille et qu'il se rend compte de l'horreur que peuvent subir ces femmes dans cette industrie qu'il change, c'est parce que sa fille est une fille formidable. Et c'est pas du tout... Moi j'aurais largement préféré justement parce que l'idée c'est que justement il trouve cette fille qui est super belle, il veut en faire l'égérie de L'Oréal et j'imagine si il fait ça avec une adolescente lambda qui vient d'une campagne russe à qui on promet gloire et fortune avec une campagne L'Oréal et que lui se rend compte que c'est sa fille et qui se rend compte que peut-être qu'elle a envie d'avoir ça mais que sa vie va peut-être être brisée et qu'il change à cause de ça, juste parce que sa fille est une adolescente normale, c'est quelque chose que j'aurais trouvé mais 1000 fois plus fort que cette connerie, qui va lui révéler que c'est son père juste avant qu'elle rentre dans un tournage porno, tu vois. Ça aurait été drôle et salvateur pour le personnage, mais on en a là, tout va bien en fait. C'est ça. C'est ça, ma fille est formidable et elle m'a changé. Que je n'ai pas vu depuis 15 ans. Bon bah génial. Allez, c'est là où le film est absolument pas tenu, c'est-à-dire qu'il baisse son pantalon à la fin, parce que ça aurait pu en effet être un truc façon le Loup de Wall Street très cynique, c'est-à-dire que ce mec-là, il pourrait aussi marchandiser sa fille. Pourquoi pas, après tout, si c'est dit de sauver sa boîte de merde, son salaire de merde. Mais le problème, c'est que c'est assez amusant, et ce que Arnaud soulignait déjà avec les vidéos qu'elle a derrière elle lors du podium L'Idéal, qui sont nés de la pub Dove, c'est que même la vision de la femme est amplement publicitaire quand elle est rachetée. C'est-à-dire que les Pussy Riot, c'est une image d'Épinal, c'est des images qui existent qu'en tant que, en effet, symbole, et même le rêve final, c'est Tahiti douche. Ce matriarcat qui est recréé, c'est là où c'est assez honteux. Et en effet, là, on est face à l'adolescente idéale telle que... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de vérité dans Angela, 17 ans, quoi. Mais c'est ça, 15 ans, et plus de profondeur. En fait, le gros problème, c'est de la publicité au fantasme. C'est pas un manque de connaissance de l'industrie de la mode, je crois que c'est un manque de connaissance de l'humain, en fait. Je suis pas sûr que Beck BD rencontrait des humains quand je vois ce film. Non, mais bien sûr que je suis même pas sûr que Beck BD soit humain quand on voit ce film. mais non, mais en fait, tu vois, c'est de la publicité. En fait, voilà, ça en revient à être de la publicité. Ouais. Pour de la rébellion. Mais donc, comme c'est de la publicité, c'est de la fausse rébellion. Mais c'est ça. Et donc c'est de la publicité pour pensons le monde autrement. EDF, tu vois. Mais en plus, c'est ça. C'est-à-dire que c'est bizarre parce que sous couvert, tu vois, de mettre les Pussy Riot à la fin et tout ça, c'est un film qui vite fait dit des trucs du genre soyons féministes, alors que le film ne l'est pas du tout, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui se voudrait féministe et quand tu regardes qui a écrit le scénario, il y a 5 personnes qui l'ont écrit, il y a pas une femme, quoi. Ah ouais. Ça m'étonne pas. Mais qui bien connaître les nanas.
encore une fois, là, on analyse ça, on analyse la section qui est pour nous le film, puisque forcément, on parle de la soi-disant intrigue qui est donc cette fille et la rédemption du personnage. Sauf que, encore une fois, ça ne vient que littéralement 15 minutes avant la fin. Oui, et Fanny. Et sous une forme extrêmement artificielle qui ne tape pas du tout sur l'industrie, qui reste très très gentille et qui est ultra conservatrice. La maternité comme sauvetage et rédemption. Ouais, c'est ça, la maternité comme sauvetage. Vlad coltiner ça. Et en plus, pourquoi pas ? Et pourquoi pas, ça pourrait exprimer à la fin, tu sais, cette espèce, si on pousse un peu plus loin les potards, je suis même pas sûr qu'il y ait pensé. C'est-à-dire que cette fille de l'Est, c'est la clé de tout. Elle est la nouvelle petite amie d'Audrey Fleurot. Elle a porté la fille d'Octave. C'est à quelque chose, on redistribue les cartes. Mais voilà la manière dont il le fait, quoi. C'est un gros je sais pas, mais c'est-à-dire que tout arrive en effet trop tard, de manière artificielle et publicitaire. Mais même, au moins, fais-moi croire qu'il était peut-être amoureux de ce personnage-là, d'Olga avant. Je sais pas, mais pense ton film un peu à l'avance, quoi. C'est comme si les mecs, ils avaient tourné dans l'ordre chronologique et ils s'étaient dit putain, il nous reste que 15 minutes de pellicule, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que ça dure 1h30. Non, mais c'est ça, parce que comme tu dis, ce qui est bizarre, c'est que ce personnage d'Olga, qui a l'air d'un personnage clé, la première fois qu'il la voit, il se souvient plus d'elle, en fait. Déjà, il se souvient plus d'elle, et en fait, au final, elle ne finit par avoir de discussion qu'avec Audrey Fleurot. Ouais. Et du coup, tu te dis, ce serait normal si c'était la meilleure amie d'Octave. Sauf que c'est pas du tout la meilleure amie. Enfin, il semblerait que ce soit devenu la meilleure amie d'Octave par, encore une fois, l'opération du Saint-Esprit en plein milieu du film. Tu sais pas pourquoi. Du Saint-Esprit personnalisé par 5 scénaristes là-dessus. Et comme tu le disais, en effet, il esquive complètement la proposition du body movie. Que sur 5 personnes, il n'y en a pas un qui a voulu dire non mais. Vous pensez pas qu'on se chie quelque part ? Ouais, non, mais c'est abusé. L'écriture, pour moi, elle m'a l'air vraiment amateur. Non, mais en plus, il y a tellement de choses que tu pourrais régler, même, je vais te dire, au montage. C'est-à-dire qu'en fait, ok, le scénariste, c'est totalement chier. Ben, si tous tes gags, tu les coupes au milieu, les gags fonctionnent. Ouais, au moins, tu vois, ils sont pas genre super drôles. Certains sont drôles. Mais certains vont pas être drôles, mais au moins t'as pas le truc de regardez, je vous explique ma blague et je suis fier de ma blague. Et l'exemple parfait de ça, et pourquoi je dis que c'est plutôt Bec BD qui se regarde et qui fait un selfie avec ses amis en fait de la mode, c'est à la toute fin. T'as le personnage d'Octave qui ouvre la porte à une babysitter qui est très jolie et qui fait babysitter et qui regarde la caméra un peu. On aurait dit un sitcom un peu. C'est à la limite, s'il n'y avait pas un freeze frame avec son nom écrit en jaune, tu sais, Gaspard Proust. C'est assez embarrassant. Non mais en plus c'est débile parce que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du genre mais si, vous inquiétez pas, il est encore cynique quoi. Enfin je sais pas, c'est très Mais c'est un cynisme gentil, il va juste se taper une fille de 16 ans. Ouais. Et ça pourrait être provocateur à nouveau. Si le film se terminait par les bâtards dirigent le monde, ou je sais pas quoi. Ou quelque chose de beaucoup plus sombre et sordide qui fait que tu sors et que t'as vu une vraie comédie noire. Et d'ailleurs, ce que tu signales à propos du regard caméra, ça ne marche jamais les incartades aux spectateurs parce qu'on n'a pas de place pour se situer. Après une vanne foireuse, quand t'as un personnage qui regarde la caméra, toi en tant que spectateur, t'es juste embarrassé quoi. T'as ni complicité, ni trouble. Et puis cette voix off, elle est mal utilisée. Enfin, il dit des choses qu'on voit. Oui, ben voilà, l'exemple de Jardin. Elle est là tout le temps. Du coup, j'ai pas besoin en plus qu'il brise le 4e mur si j'ai déjà une voix off. Ouais. C'est chiant quoi. En fait. Et en plus, c'est ça. C'est comme tu disais. En fait, ce qui est bizarre, c'est que tu vois dans Neon Demon, le trouble pédophile, il marche à mort quoi. Complètement. Tu vois ce que je veux dire, omniprésent. Où tu vois des jeunes filles dans Neon Demon qui sont complètement phagocytées par cette industrie, où t'as un vrai trouble qui arrive. Et là, j'ai l'impression que aussi ils cherchent en permanence des filles qui ont moins de 18 ans, tu sais, des très très jeunes filles, etc. etc. Et pourtant, j'ai aucun trouble pédophile parce que ce qui se passe, c'est que à aucun moment je me sens mal pour ces filles. Ouais. C'est-à-dire à aucun moment je sais pas, il y a au moins une j'ai l'impression que les création filles, en fait, de malaise. Elles sont trop connes pour se rendre compte qu'elles sont phagocytées par cette industrie-là quoi. Mais parce qu'on te les présente comme trop connes et comme des produits. Ouais. Donc au début tu fais bon bah d'accord, ok, j'adopte ta vision. Tu vois, enfin, tu vois, tu sais pas que tu deviens sociopathe, mais quand tu veux regarder un film, tu t'adoptes la vision du protagoniste, et spécialement si le protagoniste il est aussi voix off et qu'en plus il te parle via la caméra. Il s'assoit à côté de toi pour regarder le film, je crois, par moment. Il y a eu des séances comme ça en réalité virtuelle. Alors, moi je l'ai vu avec Gaspard Proust à côté de moi en plus. Et qui me disait je suis beau là, non? Je suis drôle. Mais
Et enfin ouais, donc forcément t'as aucun malaise en fait. Tu dis bah ouais, franchement, on te sous-entend plus ou moins qu'en plus elles se feront de toute façon baiser par tout le monde Ouais. dans le milieu. Ouais. Donc t'es là, tu fais ok bah ça m'est dit dès les 4 premières minutes du film, donc je l'accepte. Et puis c'est tout. Ouais. Donc il y a pas de malaise quoi, tout va bien. Ouais. C'est pas comme alors que tu sais la scène de par exemple du photographe avec Elle Fanning dans Neon Demon où Ouais, tu te sens mal, quoi. t'as le malaise omniprésent de te dire attends mais est-ce qu'il va la baiser, qu'est-ce qui va se passer là parce Ouais. que et là en fait tout le monde s'en fout et du coup il y a Et encore une fois, c'est enfin un tout le monde problème s'en fout au de... début, tout le monde s'en fout à la fin en fait. C'est un problème de point de vue, quoi. C'est clairement, ici, j'ai l'impression que le point de vue qu'on nous montre, c'est un point de vue extrêmement complaisant du point de vue des puissants, en fait. De ceux qui dirigent, quoi. Et c'est tout ce que je vois, quoi. C'est... Ouais, mais même pas parce que c'est mal fait. Non, mais je sais pas comment vraiment transmettre ça aux personnes qui peuvent nous écouter. C'est vraiment mal fait. Il y a des scènes, c'est horrible parce que il y a des personnages qui se parlent et qui ont une discussion qui n'a pas de cohérence au niveau des relations des personnages avec la scène précédente. Mais c'est ça, vraiment mais mal parce fait. mais parce Il y a- qu'à aucun moment il y a de quoi. Moi j'aimerais montrer un exemple, c'est-à-dire je comprends pas ce qui se passe. C'est à un moment donné, alors qu'ils ont donc ils ont été envoyés en mission pour trouver la nouvelle figure de L'Oréal. Et une fois qu'ils ont fait leur mission qui a duré plusieurs semaines en Russie, ils rentrent et ils se rendent compte qu'il y a une nouvelle pub L'Oréal qui est arrivée avec une mannequin qu'ils n'ont pas choisie. Pourquoi et ça là- servait à quoi cette scène Et là, ils appellent, et je me dis, tiens, il va y avoir un retournement intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça sans eux, ils les ont un peu évincés, ils vont se sentir exclus de l'industrie. Sauf que non, une scène après, on oublie que cette campagne a eu lieu, et on prend quand même la mannequin qu'ils sont allés chercher en Mais en Russie. fait, du coup, cette scène, elle sert à quoi cette scène? Juste à dire que. Oh putain, en plus, c'était super mal fait cette scène quand Ouais. elle brûle des magazines Ah et ouais. qu'elle se fait prendre par deux figurants qui sont genre. Mais on dirait un sketch du Saturday Night Live, mais un des mauvais sketchs, tu vois. Ouais. C'est. Et Audrey Fleurot qui, malheureusement, là, effectivement, joue mal, mais c'est difficile Mais de tout, bien tout, jouer le monde, ça. tout le monde joue Mais, mal dans ce film. non, La direction non. d'acteur est très très mauvaise, quoi. C'est. Il y a une seule personne. Je peux pas te laisser dire ça. Jonathan Lambert, il joue bien dans ce film. Ouais, non, c'est vrai qu'il joue pas mal, mais en fait, Beck BD n'en fait rien. C'est-à-dire que au-delà Oui, de il cette utilise idée, pas ce perso. je vais prendre Jonathan Lambert pour jouer la PDG de L'Oréal. Et une fois que t'as cette blague qui est mise en place, il en fait rien d'autre. Tu vois, sur ce Ouais, trouble qui il pourrait ne fait exister. rien du tout. Même sur ce truc de la beauté, ce que ça pourrait dire de ça, ou etc., il en fait D'ailleurs, rien. en fait- Et moi, je pense à un autre personnage de Grand Ponte que Jonathan Lambert avait joué dans le film de Quentin Dupieux, dans Ah, il Réalité. est trop bien. Et- Le et- producteur, oh putain. Mais joue il en tellement faisait bien, quelque celui-là. chose du pieux, Oui, tu bien vois, sûr. c'est-à-dire que, parce que Lambert c'est quand même un bon acteur, et Bien sûr. il arrivait à en sortir un espèce de truc d'autorité très très étrange que je ne retrouve pas du tout dans ce film-là, quoi. Là encore, tu dis quel est l'intérêt? Parce qu'en fait, Jonathan Lambert joue le rôle d'une femme. Du coup, en fait, comme c'est pas vraiment adressé, tu dis, mais en fait, c'est juste pour déconner qui joue le rôle d'une femme. Mais c'est censé être une femme. Mais vers la fin du film, tu commences à comprendre que non, en fait, c'est vraiment un transsexuel. Mais rien n'est dit, en fait, à ce propos. Non mais c'est ça, mais Je comprends pas quel est l'intérêt en fait. C'est exactement comme cette scène de je mets Audrey Fleurot en prison, Ouais. tout ça pour qu'elle puisse poser sa démission et dire finalement je suis plus là. Parce que cette scène ne servait qu'à ça, Ouais. à rien du tout. À la limite de faire un petit gag avec le mec de Canal+ qui jouait le flic, tu sais, Ouais. et qui baladait le flingue comme ça. Ouais. Là encore, c'est un truc trop long, un petit peu à côté. Enfin, ça aurait pu être un La gag vanne drôle est trop si longue, si ouais. la scène servait à quelque chose. T'aurais pu le faire jouer mieux et ça aurait peut-être été drôle, mais non en fait. Ça miss the point completely. Ouais, non mais je suis complètement d'accord. Voilà. Je sais pas, je sais même pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Je pense pas. Hein. Je pense que c'est zéro miam. On peut zéro? Tu peux tout faire. Hein, parce que Bah non, je sais pas, on a été là, pardon. je pense que. On peut même Enfin, pas le je sais pas. conseiller. Alors, Moi, tu sais je suis pas du quoi? genre à conseiller les mauvais Juste films. pour transmettre, pour dire encore mon appréciation de Jonathan Lambert, on va dire 0,5 miam. Moi je vais mettre 0,5 miam parce qu'il a donné du travail à des techniciens français. Ah oui, les intermittents du Et, spectacle. Hein. et Ouais. voilà, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai.
0,5 aussi, allez, pour la même raison. Regardez les deux Pour Gilles intermittents, Porte, là. Quelle coalition, là. Je suis content que déjà vous fassiez pas grève pour ce podcast, tu vois. Mais c'est dommage, encore une fois, parce que... Enfin, je sais pas ce que vous aviez pensé de 99 francs, mais moi, j'avais bien aimé. Moi aussi, à l'époque, je l'ai pas revu. Et parce que c'est un vrai réalisateur qui a fait ce film. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Frédéric Beigbeder... je dis pas que ça peut pas devenir un bon réalisateur, mais il a quelques entraînements à faire, tu vois, avant de l'expérience à acquérir, pardon, avant avant de faire quelque chose. Et peut-être que ce film, s'il avait été pensé par quelqu'un ou par 5 personnes, ils auraient pu faire quelque chose. Parce que c'est vrai que, en fait, c'est un sujet intéressant qui aurait pu être drôle. Mais voilà. Ouais. C'est une tristesse de terminer là-dessus, mais en effet, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on était un enterrement, ce film qui vient de nous quitter. Qui est un peu morné, hein, puisque là, littéralement sorti hier et inutile. Donc franchement, même si ça dure 1h30, je vous conseille pas d'aller le voir. Je conseille à personne d'aller le voir. Non, téléchargez-le à la limite, vous regardez ensemble en diagonale. De toute façon, il fait un super mauvais démarrage. On va pas dire qu'on s'en réjouit, hein, on n'est pas des gens méchants, mais... Ah oui, déjà, vous avez les premiers retour, en fait. Étaient pas folichons, et je crois pas au bouche à oreille, là, bizarrement, mais... on sait jamais. Ouais. Hein. Ouais, mais après, tu sais pas, parce que tout peut se passer, Frédéric Beigbeder. Tu vois, par exemple, là, je parlais à Jean-Yves, et Jean-Yves se disait, tiens, j'irais bien le voir, mais dès que... Bon, je l'ai refroidi assez rapidement, mais parce que, oui, tu peux te dire, ça a l'air drôle, et c'est vrai. C'est vrai que peut-être que si t'as confiance en la vie... Hein si tu es une personne optimiste, tu peux te dire ça peut être bien, mais bon, ça l'est pas. Donc voilà, clairement, allez voir autre chose. Allez voir autre chose. Voilà. Et faites autre chose dans votre vie, peut-être. Je sais pas. Il serait temps de faire du sport aussi. Hein? Merde. Merci. Bon, on va s'arrêter là. Ça devient n'importe quoi. Bon, allez, à la prochaine. À la prochaine. Ciao.